Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans News Deal Sport. Nous connaissons désormais les 8 qualifiés pour les quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, l'Angola, le Nigeria, la Guinée, la RD Congo, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Mali et l'Afrique du Sud. À quoi peut-on s'attendre à partir de ce vendredi 2 février 2024? Ange Mondier, Yves Sanwan, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Alors, on a Yves. observé 16 matchs lors de cette phase de huitième de finale, de belles rencontres. Et aujourd'hui, nous connaissons les 8 qualifiés. Alors, très rapidement, on va revenir sur les affiches de ces huitièmes de finale. Déjà, commençons par la première affiche, l'Angola contre cette équipe namibienne où l'Angola a fini par s'imposer 2-0. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que c'est une équipe angolaise joueuse, une équipe qui a un collectif huilé, qui joue ensemble, une attaque qui ne pardonne pas. Bon, ça ne m'a pas surpris qu'ils passent le cap de la Namibie. Les Namibiens, ils se sont qualifiés sur le fil du rasoir. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à cette qualification. Ils l'ont eu finalement grâce à la dernière victoire. Sur ce match contre l'Angola, moi, j'ai eu la confirmation que l'Angola est une nation sur qui on peut compter pour la suite de la compétition. Ils sont l'Angola amené par un élément, Mabouloulou, qui ne cesse pas de nous amener de nouvelles choses à chaque rencontre. Et déjà avec son deuxième but, un beau but d'ailleurs. Ouais, c'est le fruit de la solidarité, du travail et puis voilà, de la concentration surtout. C'est vrai que l'adversaire était à leur portée, c'est la Namibie, et après tout, cette Namibie a déjà réussi sa CAN en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Donc, c'est vrai que l'équipe est à la portée, mais l'équipe aussi voulait créer d'autres sensations et voilà. L'Angola était de taille, l'Angola a profité de sa supériorité, voilà, c'est juste la logique, quoi. Mais il faut dire que les deux équipes étaient à un moment 10 contre 10. Eh oui, il y a eu 2 cartons rouges dans le match, ce qui a ramené encore l'équilibre. Du moment où les deux équipes jouent à 10, c'est qu'il y a l'équilibre. Donc l'Angola, avec les joueurs qu'ils ont offensivement, ils ont su profiter de ça parce que quand on joue à 10, le système est quand même déséquilibré d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont su profiter de ça pour pouvoir marquer les buts. Et moi je pense que au second tour, en quart de finale, il va falloir encore s'attendre à un très bon jeu, une équipe qui va encore nous épater dans cette... Dans la même journée du samedi 27, on a eu la rencontre Nigeria-Cameroun. Aujourd'hui, le continent est rentré. Le continent est rentré, et ça c'est sur ce qu'on a vu. Le Nigeria mérite sa qualification. Une équipe du Nigeria qui depuis longtemps n'est pas flamboyante. Le Nigeria gagne, il a gagné contre la Côte d'Ivoire dans un match impressionnant. C'était le match de référence. Ensuite, il y a eu le cap du Cameroun, un match sur qui beaucoup ne croyaient pas à la qualification du Nigeria puisqu'il n'avait pas un jeu attirant, flamboyant. Mais sur ce match, on a vu une équipe du Nigeria très forte, une équipe concentrée avec des latéraux qui n'ont rien laissé passer puisque le jeu du Cameroun, c'est sur les côtés. Mais c'était sans oublier que les deux latéraux du Nigeria aussi ne laissent rien passer. Chose que Kevin Nkoudou n'a rien vu. Sur ce match, il a été impressionnant. Et pour finir, le Nigeria a gagné son match. Moi, je pense que cette équipe du Nigeria risque d'aller en finale. Yves, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Nigeria a su profiter de son physique, de sa atout physique pour pouvoir gagner ce match-là? Non, pas forcément. C'est tout un ensemble. Donc voilà, le Nigeria, avant cette compétition, c'est vrai que beaucoup ne le plaçaient pas favori, mais le Nigeria reste voilà, un gros morceau sur le continent. Et puis voilà, c'est l'expérience. L'expérience d'avoir joué plusieurs finales, l'expérience d'avoir remporté 3 fois cette compétition. C'est aussi l'expérience de ces joueurs-là qui ont mûri. Et aujourd'hui, voilà, ils ont démontré tous ces palettes-là face à une vaillante équipe du Cameroun qui avait l'envie de se qualifier aussi, il faut le notifier. Donc l'enjeu était de taille entre les deux nations.
Mais malheureusement, nous sommes à la phase éliminatoire, donc un des gros devait rentrer et malheureusement, ça a été le Cameroun. C'est le fruit d'un travail abouti, de la détermination de chaque joueur du Nigeria qui a payé tout simplement. Alors, les deux Guinées se sont rencontrées aussi et finalement, c'est la Guinée-Conakry et la Guinée de Naby Keïta qui restent dans la compétition. Oui, sur ce match, moi je pense que les Équato-Guinéens se sont fait piéger, ils se sont fait endormir et ils ont encaissé le but pratiquement dans les derniers instants du jeu. Moi je pense qu'ils se sont fait endormir parce que c'était pas un jeu flamboyant. La Guinée équatoriale ne s'est pas bien exprimée comme ils avaient l'habitude sur les précédents matchs. On n'a pas vu Emilio Nsoué. Il n'a pas eu quasiment de ballon parce que derrière, la Guinée équatoriale a fait bloc bas. Oui, ils n'ont pas ouvert le jeu. Donc c'était compliqué pour... Est-ce que vous pensez que c'est parce que la Guinée a joué derrière qu'elle a finalement perdu les Équatoriens? Oui, je pense que sur ce match, Kaba Diawara, lui-même il a dit dans le match, il n'a pas voulu ouvrir le jeu, pardon. Ils ont voulu faire un bloc bas, Oui. laisser la possession à la Guinée équatoriale et de posséder par contre ce qu'ils ont fait. Donc, Emilio Nsoué, il n'a pas eu quasiment de ballon jusqu'au moment où ils ont obtenu le penalty qu'il a malheureusement mis sur le poteau. C'était compliqué, c'était le tournant du match. Si à cet instant il a mis le penalty, je pense que la Guinée équatoriale serait à ce moment qualifiée, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Ils ont eu des occasions, ils ont tenté, mais malheureusement ils n'ont pas pu. Et c'est Mohamed Bayo qui leur plante un but à la 98e minute. C'était compliqué. L'ancien coéquipier de l'autre. Alors Yves, est-ce que le match Guinée équatoriale-Guinée a vraiment commencé après que Emilio Nsoué a raté son penalty? Je dirais bien avant ça, bien avant ça. Il faut le notifier à la 55e minute. Bikoro avait pris un carton rouge. Je crois que la Guinée a évolué à 10 durant près de 30 à 35 minutes. C'est compliqué pour cette formation-là. C'est vrai que c'est une équipe très joueuse. Moi, j'ai mal pour eux. J'aurais aimé les voir encore plus loin dans cette compétition. Mais les faits de jeu sont là et tant qu'il n'y a pas de faits de jeu, il n'y aura pas de but, il n'y aura pas de victoire de l'adversaire et autres. Ce carton rouge là, je crois que ça a changé pratiquement le schéma de cette équipe du Nouvelle-Zélande nationale. Après ce carton rouge, il y a ensuite, malgré qu'ils sont à 10, il y a ensuite ce penalty là obtenu que malheureusement monsieur a mis sur le poteau. Donc ces deux faits, moi je pense que ces deux faits ont carrément changé le cours de cette rencontre là. Si monsieur avait marqué ce but, je ne crois pas qu'on serait ici en train de parler de la victoire de la Guinée-Conakry. Voilà. Peut-être ça peut arriver, mais ça pourrait changer pratiquement parce que malgré qu'ils sont à 10, ils ne se sont pas retranchés sur eux-mêmes. Ils ont continué à jouer jusqu'à obtenir ce penalty. Et si monsieur avait transformé, je crois que la Guinée sera au devant des scènes actuellement. Malheureusement, les faits sont à l'encontre de la philosophie de cette équipe. Ils ont perdu. Bravo à la Guinée. Qui pour moi n'a rien démontré de particulier. Cette solidité défensive les a permis de contenir l'assaut offensif de la Guinée équatoriale et ça marche pour eux et bravo à eux. Alors un mot sur la prestation du coach Kaba Diawara qui depuis un moment nous démontre assez de choses avec cette sélection. Ça fait un moment qu'il est là déjà, il est décrié. Parce qu'à la dernière CAN, la Guinée-Conakry n'avait pas fait sensation. Le public sportif guinéen n'était pas d'accord. Il a essuyé beaucoup de critiques. À un moment donné, il a fallu même... ils lui ont mis la pression pour qu'il démissionne, ce qu'il n'a pas fait. Donc aujourd'hui, il est ému, il est dépassé d'émotions. Parce qu'après la victoire, il a coulé les larmes. Moi, je pense que c'est bien pour lui. C'est bon pour l'équipe, c'est bon pour la Guinée-Conakry. C'est une manière de dire qu'il faut du temps aux sélectionneurs pour pouvoir faire le travail. Rien ne se fait dans la précipitation. C'est ça. Les résultats, il faut du travail et de la patience.
Donc moi je pense que c'est bon pour eux et je leur souhaite bon courage pour la suite. Un autre quart de finale dans la même journée, l'équipe la plus titrée de la compétition, l'Égypte, qui finalement n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, c'est la RD Congo qui va jouer les quarts de finale. Voilà encore une équipe qui a les atouts, mais qui n'y arrive pas. C'est vrai que bon, dans l'effectif, Mohamed Salah il est blessé, il n'a pas pu continuer. Mais dans ce match où c'est d'abord Meshak Ilia qui ouvre le score pour le Congo à la 37e minute, et ensuite Moustapha Mohamed égalise pour l'Égypte à pratiquement la fin de la première partie. Oui, sur penalty. On n'a pas vu l'Égypte, une équipe d'Égypte conquérante. C'est vrai, ils ont eu des occasions dans le match, ils ont eu des temps forts, mais ce n'était pas l'équipe égyptienne qu'on attendait. Voilà, donc c'était compliqué pour eux. La RDC, une équipe de sabre qui joue très bien depuis l'entame de la saison, de la compétition, une équipe qui offensivement fait beaucoup d'efforts, à l'image de Meshak Elia qui a été buteur sur le match, de Cédric Bakambu qui, bon, dans cette compétition, qui n'est pas vraiment à son aise, c'est un peu compliqué pour lui. Il y a aussi Fiston Maele qui, bon, c'est vrai qu'il n'est pas titulaire sur les matchs. Il fait quelques entrées en jeu, mais il n'a pas encore eu. Je pense que Marcel Desabre n'a pas encore eu la complémentarité, l'alchimie, voilà, entre les attaquants. Ce qui fait que la RDC joue. Ils ont des occasions, ils se créent des occasions, mais ils n'arrivent pas à beaucoup marquer. Sur la phase de groupe, ils ont fait à chaque fois 2-2, ils ont mis 2, ils en ont encaissé aussi. C'est la preuve aussi que derrière, ce n'est pas encore solide. Parce qu'une chose est de marquer devant et l'autre est de conserver les buts derrière, ce qu'ils ne font pas. Heureusement, pour eux, sur ce match, ils vont au tir au but et c'est Moustapha Mohamed qui a mis le but égalisateur dans le match, qui rate le penalty, ce qui permet au Congo de passer. Yves, un Congo qui se retrouve dans la même posture que le Bénin en 2019, trois matchs nuls en phase de poule et se qualifie dans la phase des tirs au but face à une équipe. Finalement, ils vont en quart de finale Est-ce que vous ne les voyez pas dans le même destin que le Bénin, comme en 2019. Ouais, ils sont déjà dans cette configuration, déjà qu'ils ont empilé les matchs nuls. C'est déjà ça, c'est ce qu'on a fait de mieux à la CAN 2019. Mais il faut souligner cette solidarité que dégage la formation des Léopards de la RDC. C'est bon à notifier. Donc c'est une équipe très joueuse. Combative, mais seulement que devant sa peine à prendre, leur premier buteur, si ma mémoire est fidèle, je crois que c'est Meshak. Donc il y a Bakambu qui est là, il y a Wissa, il y a Christian Maele et autres qui sont là. Donc malgré ça ne prend pas. Donc c'est offensivement la RDC a un souci, mais dans l'ensemble de l'équipe, je crois que c'est solide. C'est compact, ils ont mis beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intelligence dans le jeu, beaucoup de projection aussi, ce qui a créé beaucoup de problèmes à cette équipe égyptienne, même si ils ont été réduits à 10 dans les prolongations. Mais dans le fond, moi, je salue ces léopards-là qui ont démontré qu'ils ont de l'envie et de la volonté d'aller loin dans cette compétition. C'est vrai, ils enchaînent les matchs nuls, mais j'espère que les matchs nuls vont les permettre d'aller encore plus loin parce que l'objectif maintenant, c'est les demi-finales. Et quand vous êtes en quart de finale, donc après, vous jouez les quarts de finale, l'objectif, c'est les demi-finales. Donc, s'ils arrivent à encore décrocher un match nul, je ne les souhaite pas, décrocher un match nul et au tir au but arrivent à s'en sortir, ils seront en demi-finale et ils seront à un pas de la finale. Donc, je les souhaite beaucoup de meilleurs, beaucoup de solidarité encore, beaucoup d'envie et qu'ils fassent rêver le peuple congolais qui a vraiment besoin de nouvelles sensations. Dans la journée du lundi 29, le Cap-Vert jouait la Mauritanie. Le Cap-Vert qui s'en sort, le Cap-Vert qui est actuellement en quart de finale. Oui, c'est une logique qui a été respectée parce que la Mauritanie,
qui s'est qualifié grâce à sa victoire 1-0 face à l'Algérie, qui se qualifie sur le fil du rasoir. Ensuite, ils jouent contre le Cap-Vert, une équipe qui a confirmé une des meilleures équipes des phases de poule, où ils perdent 1-0. C'est vrai, ils ont résisté parce que le Cap-Vert dans ce match, c'est 69% de possession. Ils ont gardé le ballon, ils ont eu le ballon, ils se sont procuré d'énormes occasions, mais crucialement, ils ont manqué, voilà, de réalisme devant à l'égard de Bébé, qui a eu des occasions qui n'a pas pu concrétiser. Il a été remplacé et finalement c'est Ryan Mendes, le capitaine, qui met le but à la 88e minute. C'était compliqué pour eux quand on encaisse un but pratiquement à la fin, où il n'y a plus forcément d'énergie pour revenir là. C'est compliqué pour eux. Et moi, je pense que cette équipe du Cap-Vert, franchement, à l'entame de cette compétition, je ne les voyais pas à ce niveau. Oui. C'est une équipe impressionnante, un collectif qui joue, qui a de l'envie, qui a de la motivation, qui veut aller de l'avant. Franchement, déjà quand on se réfère aux matchs de poule, les matchs de poule du Cap-Vert, et quand on regarde ce match-là de huitième de finale, est-ce que vous ne sentez pas que cette équipe-là a baissé un peu? Bon, je ne dirais pas baissé, mais il faut aussi savoir que nous sommes dans une compétition où les matchs s'enchaînent. Chaque jour, il y a de fortes séances d'entraînement. Les matchs s'alignent. Et nous sommes déjà dans les phases de huitième de finale. C'est pas facile aussi. Il y a des blessures qui arrivent. Il y a des joueurs qui peut-être n'y arrivent plus physiquement. Donc c'est vrai, on a constaté une baisse de régime. Voilà, oui. Voilà. Surtout au niveau de l'intensité. C'est vrai, l'intensité a baissé un peu, mais il ne faut pas aussi oublier que c'est le système proposé par l'adversaire aussi qui peut-être a contribué à cela. La Mauritanie, c'est vrai, à un moment donné du match, ils ont eu la possession aussi, ils ont eu le temps fort, mais ils ont contraint le Cap-Vert à cette petite victoire, si je peux le dire. Est-ce que vous pensez que Niasse pouvait éviter à la 87e minute cette occasion, cette action-là qui a conduit au pénalty qui les a enterrés? Oui, c'est possible, c'est envisageable aussi. Maintenant, s'il manque de la faute, est-ce qu'il va empêcher l'adversaire de marquer? Ça reste à voir. Maintenant, la faute est commise déjà. Je pense que le plus important maintenant, c'est de les garder devant. Malheureusement, ils perdent sur ce score-là, sur ce fait de jeu. Moi, j'ai la peine pour eux parce que c'est une très belle équipe, même si elle n'est pas dominatrice. C'est une équipe qui joue en fonction de ses âmes. Et devant ses tranchants, mais ça manquait un peu de justesse dans les 30 derniers mètres de cette formation. Mais bon, il faut aussi le dire, le Cap-Vert a déroulé toutes ces palettes sur cette rencontre. Ils ont cherché ce penalty, ils l'ont eu. Oui. C'est malheureux pour les Morabitoun, mais voilà, c'est un fait de jeu. Bravo. Est-ce que vous pensez qu'ils seront contents de le CAN? Ouais, ils ont reçu les CAN. Pour moi, ils ont reçu les CAN parce que ils n'ont jamais gagné de match à la CAN. Ils l'ont fait avec la manière en battant l'Algérie. Après, ils n'ont jamais sorti de poule. Ils n'ont jamais sorti des poules. Voilà, ils l'ont fait. C'est deux objectifs qui ont été atteints miraculeusement. Comparativement, il passe devant le Bénin. Voilà. Le Bénin n'a jamais gagné de match en phase de poule. Miraculeusement, parce que l'objectif premier à signer au coach, c'est de remporter au moins une victoire. Maintenant, ils l'ont fait. Après, l'autre objectif, c'est d'inscrire encore un but. Ils ont inscrit 2 buts, voilà, ils sont sortis de la poule. Ça fait un objectif de bonus pour cette formation mauritanienne. Oui. Maintenant, ils tombent face au Cap-Vert. Je ne crois pas que ils vont baisser la tête. Ils sortent de cette canne-là, la tête haute. Et moi, je les dis bravo.
bravo, parce que on ne les attendait pas à ce niveau-là. Je crois que l'Algérie pourrait prendre leur place et ça n'allait faire rougir personne. Donc voilà, bravo à eux parce qu'il y a un travail de fond qui se fait avec le nouveau sélectionneur qui a déjà fait cette performance-là avec les Comores en 2021. Oui. Il vient de rééditer, c'est aussi que c'est un homme de défi, il a relevé. Bon, bravo à eux, moi je les souhaite beaucoup de courage. Moi je pense que pour en revenir au penalty, je pense qu'à un moment donné dans le football, quand vous passez le temps à subir la domination de l'adversaire, c'est normal qu'à un moment donné vous encaissez. Parce que tout le temps, pendant tout le match, ils ont subi. Et à un moment donné, la défense a été surprise. Le gardien Nias, il a été obligé de sortir, de répondre. Et c'est dans ça ils ont concédé le penalty. Maintenant, une chose est de concéder une chose est d'avoir le penalty et l'autre est de mettre le ballon au fond des filets. Donc, il faut aussi remercier, je ne vais pas dire remercier, mais féliciter Ryan Mendes pour ce penalty qu'il a mis au fond des filets. Parce qu'à 5 instants du match, il n'y a plus d'énergie, tout le monde est déjà fatigué. Et avoir la lucidité pour pouvoir mettre ce ballon au fond des filets, ce n'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, pour en revenir à la Mauritanie, moi je pense que c'est un groupe qui est en train d'évoluer. Le football mauritanien est en train de se développer avec à la tête de la sélection Ami Abdou qui fait un très bon travail. Il a déjà fait avec les Comores, il est revenu avec le FC Nouadhibou, champion de la Mauritanie, avec qui il est encore confirmé sur le plan africain. Donc logiquement, il a été ramené à la tête de la sélection mauritanienne et voilà ce à quoi on observe. Moi je pense qu'il est à féliciter, il est encouragé. Il faut qu'on lui laisse un peu de temps pour pouvoir continuer le travail qu'il a. La grosse sensation de ces huitièmes de finale, c'est le match qui opposait le Sénégal à la Côte d'Ivoire. À la fin, la Côte d'Ivoire qui réussit quand même à retrouver encore une autre fois un sourire. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas dans une position qui lui permet de se dire oui, cette CAN c'est la nôtre? Ouais. La dernière fois, je crois que voilà, Ange l'avait martelé aussi. J'avais dit que voilà, cette qualification pourrait être comme un couteau à double tranchant. Voilà, c'est la phase tranchante qui est exposée parce que voilà, l'équipe sort miraculeusement, a été ressuscitée par une victoire marocaine et voilà, ils sont revenus dans la compétition. Et je crois que le sursaut d'orgueil, l'envie de laver l'honneur, l'humiliation subie devant son public, l'envie de reconquérir son public, je crois que c'est ça qui a requinqué cette formation-là face au Sénégal, qui, pour moi, a un peu sous-estimé cette formation parce que voilà, la Côte d'Ivoire, malgré le but encaissé, la Côte d'Ivoire n'a pas cessé de pousser et finalement ils obtiennent ce penalty. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faits de jeu dans cette rencontre. Il y a des erreurs qui ont été commises de part et d'autre, que ce soit en faveur de la Côte d'Ivoire, que ce soit en faveur du Sénégal. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises par l'arbitre. Mais dans le fond, je crois que la Côte d'Ivoire n'a pas voulu sa qualification. C'est malheureux pour le champion en titre qui avait pour objectif de faire le doublé. Ce n'est pas permis à tout le monde n'est pas Égypte. Donc voilà, bravo à cette formation et bravo aussi à ce sélectionneur-là, intérimaire Faye, qui, moi je ne dis pas qu'il a fait de la magie en 3 jours. Il n'a pas transformé cette équipe-là en 3 jours, il faut le notifier. Je suis sûr que même si Gassi était là, l'équipe-là va jouer comme ça. Parce que c'est pas en 3 jours ils ont changé l'équipe. C'est pas en 3 jours ils ont replacé des joueurs. Non, moi je pense que... Gassi, il a eu de la matière qu'il n'a pas su exploiter. Non, il faut le dire. Non, il faut le dire. Écoutez, moi je ne suis pas fan de Gassi, mais je dis simplement que Gassi, si Gassi n'avait pas obtenu 3 points, ils ne seront plus là. On est d'accord. Oui. Donc, même 3 points obtenus face à une Guinée, Guinée-Bissau que tout le monde a battu finalement. Oui, ok, au finish. Facile, hein? Au finish, s'il n'avait pas obtenu ces 3 points, est-ce que la Côte d'Ivoire sera ici aujourd'hui? La Côte d'Ivoire ne sera pas là. Donc, qu'on le veuille ou pas, il a ce crédit-là à son actif. Parce que jusque-là, Faye n'a pas gagné de match. Oui. Faye n'a pas gagné de match. Parce que c'est un match nul, il l'a fait.
Donc, il a qualifié la Côte d'Ivoire. Il a qualifié la Côte d'Ivoire. Contrairement à Gassé, qui a eu 3 points face à la Guinée. Les 3 points étaient précieux. C'est ça, il dit. Il n'a pas su. S'il n'avait pas ces 3 points là aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de la Côte d'Ivoire. S'il n'avait pas mieux exploité cette équipe, moi je ne défends pas son truc là. Après, il n'est plus là. Donc je dis simplement que si ces 3 points n'étaient pas là, est-ce que Faye allait qualifier l'équipe en 8e de finale? Voilà. Il peut pas. Il peut pas. Donc, les 3 points étaient là. C'est vrai qu'ils ont pris une décision. Si la dernière fois, on les a battus, on dira quoi? Est-ce qu'on dira que Faye avait réussi? On ne dira pas ça. Il faut le dire, Gassé à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un échec. Non, je ne fais pas un bilan. Moi, je ne fais pas. Moi, je ne peux pas avoir ce genre de joueurs et ne pas pouvoir produire le jeu. Moi, je ne fais pas un bilan de Gassé à la tête de la Côte d'Ivoire. J'ai dit juste que sur cette canne-là, ces 3 points obtenus face à la Guinée, même si c'est une Guinée de dernier plan. 3 points, d'accord, mais il aurait pu avoir 9 points dans cette poule. Il aurait pu l'avoir. L'Égypte, non, on dira quoi? Est-ce que vous êtes... C'est impossible qu'il perde ce match avec ce lourd score. Non, qu'est-ce qu'on dira de l'Égypte qui a eu 3 points, 3 matchs nuls? On dira quoi de l'Égypte? C'est pas normal. L'Égypte a eu... On dira quoi du Ghana qui a été éliminé malgré son effectif? On dira quoi de cette formation algérienne, par exemple? Non, disons la vérité. Si l'Algérie avait eu 3 points, est-ce que l'Algérie serait partie? Il ne serait pas parti. Écoutez, pour le moment, on se pense sur le cas Gassé. Non, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que moi, je prends tous ces exemples-là qui n'ont pas pu réussir malgré l'étoffe de leur effectif pour dire que les 3 points pris par Gassé, c'est ça qui sert aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'il y a les choix qui comptent. L'Algérie a aligné sa meilleure équipe. Écoutez. L'Égypte a aligné sa meilleure équipe. Oui. Le Ghana a aligné sa meilleure équipe. Est-ce que c'est la meilleure équipe de la Côte d'Ivoire qui a été alignée sur les 3 matchs? C'est la véritable. Non, moi je fais. Moi, il fait pas. Écoutez. Oui, parce que les choix comptent. Les choix comptent parce que sur ce match contre le Sénégal, Emes Faye, Guy Demel et Alain Guaminé, ils ont fait des choix forts. Écoutez, ils ont fait des choix forts. Ils n'ont pas gagné de match. Ils ont fait des choix qui ont été payants. Ils n'ont pas gagné de match. Dans tout ce que je dis, 30 secondes, Yves. Oui, tout ce que moi je dis simplement, c'est que les 3 points pris par Gassé a été déterminant. Je ne dis pas qu'il est le meilleur entraîneur de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Oui, j'ai dit juste le match d'ouverture. Écoutez, la Côte d'Ivoire joue contre la Guinée-Bissau. Il va encore perdre ce match. Écoutez, ça c'est un cadeau. Écoutez, si la Côte d'Ivoire avait perdu ce match, on dirait quoi? La Côte d'Ivoire ne peut pas. Alors, dans cette rencontre, il n'y avait pas seulement la Côte d'Ivoire, il y avait le Sénégal. Alors, dites-moi, un mot sur la prestation des Lions de la Teranga. Écoutez, les Lions de la Teranga, voilà, ont bien déroulé le match. Moi, je n'ai rien à les reprocher. Moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher. Avec le but marqué très vite à la 4e minute. Voilà, moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'arbitre. D'accord? On reste sur la prestation sénégalaise. Oui, c'est sur la prestation sénégalaise. Je dis simplement, c'est absurde qu'un arbitre international de ce niveau-là compense une erreur par une autre erreur. Si tu commets une erreur, c'est une erreur que tu as commise. Tu ne le compenses pas par une autre erreur. Si tu as oublié de donner un carton rouge à Mané, ça fait ton problème. Ça ne veut pas dire que quand le Sénégal va obtenir un pénalty, tu n'iras pas voir là-bas. Je suis absolument contre cela. Parce que c'est vrai, c'est le pays hôte. Moi, je suis en train de voir actuellement, on est en train de faire un arbitrage pays hôte. Alors laissez-moi terminer. Si c'était le cas. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi. D'abord, oui. J'ai dit simplement, nous sommes en train d'aller à un arbitrage pays hôte. Parce qu'au début de la compétition, on a tous applaudi l'arbitrage. Parce que les choix ont été justes. Mais depuis le début des demi-finales, l'arbitrage, les huitièmes de finale, l'arbitrage a commencé par avoir des coquilles. Et c'est triste. La Côte d'Ivoire, moi je dis, même s'il n'y a pas pénalty, il allait aller voir là-bas. Vous parlez de l'action de Ismaïla Sarr. Il devait aller voir là-bas. Même s'il va annuler le pénalty, même s'il ne va pas le siffler, il devait aller. Parce que c'est en allant voir, en allant consulter là-bas sur l'action de Pépé,
que la Côte d'Ivoire égalisé. Alors, La Côte d'Ivoire n'a pas aucune chance qui avait pénalty d'égaliser. sur l'action de Permettez-moi de Ismaïla Sarr. revenir sur les choix forts d'Emile Sfaï sur ce match. Parce que pour moi, ce sont ces choix qui. On va revenir sur les choix. Parlons de la prestation sénégalaise. On va revenir sur les choix. Laissez-moi venir pas à pas. Allez-y. S'il vous plaît. Sur les côtés, il y a eu Mas Gradel et Oumar Diakité qui ont apporté de la vivacité, de la densité dans le jeu. Ça, on l'a tous vu. En milieu de terrain, il a pris un choix fort. Hein. Il a titularisé Jean-Michel Seri en lieu de place de Franck Kessié. Ça, il fallait le faire. Et son choix a été payant parce que finalement, à la fin du match, c'est Jean-Michel Seri qui a été l'homme du match. Oui. Au milieu de terrain, il n'a rien laissé passer. Encore que sur les 3 matchs de la phase de poule, Franck Kessié était transparent. Tous on l'a vu. Mais il s'est racheté dans ce match-là. En défense centrale, il a aligné Odilon Kosono, oui. Titulaire avec le Bayer Leverkusen. Premier en Bundesliga que Jean-Michel Gassé, au banc de touche. Il n'a jamais été mon meilleur entraîneur. Il n'a jamais aligné. Je ne suis pas dans le débat. Je ne suis pas dans le débat. C'est pas normal. Je ne suis pas dans le débat de meilleur entraîneur. Moi, je parlais juste des 3 points obtenus. Et je ne dis pas que les 3 points obtenus fait de lui le meilleur entraîneur de la Côte d'Ivoire. On a tous vu la prestation d'Odilon Kosono. Il n'a rien laissé passer. C'est vrai que sur la faute où les Sénégalais réclamaient le pénalty. Est-ce qu'il y avait pénalty? Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Parce que s'il y avait contact, il y avait contact? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas contact. Je ne pense pas. Ça a joué le pénalty. Il n'avait pas pénalty. Non, je ne parle pas de pénalty. Est-ce qu'il y a contact? Il n'y a pas contact. Est-ce qu'il s'est tombé tout seul sans Il a joué de la ruse. Il a joué de la ruse. Est-ce qu'il y a la possibilité que l'entraîneur consulte la VAR? Oui, mais si la Non. Si la VAR, déjà, après avoir revu l'action, je pense qu'il y a eu joueur de dissimulation. C'est pas la peine qu'on rappelle l'arbitre. La VAR a rappelé. La VAR a rappelé. Il a décidé. Oui, mais il était proche de l'action, il a vu. Non, il a vu. Néanmoins, il était proche de l'action de Pépé. Il était juste à 2 mètres. L'action de Pépé, c'est un penalty ou pas? Non, l'action de. Moi, ce que je dis simplement, il était proche de l'action de Pépé, oui. Il était proche de l'action de Pépé. Mais pourquoi, malgré ça, il allait voir là-bas? Ouais, c'est ça un peu le hic. Moi, je dis simplement. C'est ça qu'il a dit tout à l'heure. Si on vous appelle, si la VAR, depuis la cabine, vous appelle, monsieur l'arbitre, venez voir. Il va voir. Mais si déjà on l'a appelé. Oui. Il communiquait, on l'a appelé. Est-ce qu'il est allé voir? Il n'est pas allé voir. Ouais, c'est ce que moi il dit. Moi, ce que moi il dit simplement, c'est quoi? On se comprend pas. Ce que moi il dit simplement, c'est quoi? Ce que moi il dit simplement, c'est quoi? Quand il y a une action litige comme ça, s'il y a contact, moi j'ai vu, il y a eu contact. Mais je ne dis pas que le contact voudra dire pénalty. Il faut forcément aller voir. Maintenant, pour éclairer, pour ne pas laisser de préjugés à la fin du match, parce que c'était chaud au niveau des bancs de touche avec ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule action dans un match. Non, c'est que moi il y a eu contact et que l'arbitre refuse. Non, ce n'est pas la première fois. Et ça ne suffit pas. Non, sur cette rencontre, que l'arbitre a pris position sur le pays organisateur. Écoutez. Dites-moi, quel est le vrai rôle de la VAR? Quel est le vrai rôle de la VAR? C'est d'aider l'arbitre, d'assister l'arbitre. Alors maintenant, si déjà, dans le cas, on voit que la faute supposée n'est pas réelle, qu'il n'y a pas eu réellement contact, à qui revient la dernière décision? C'est l'arbitre. Ça voudra dire que sur chaque action, il faut que l'arbitre ait une idée. Réellement. C'est faussement. Parce qu'il était proche de l'action. Il a vu ce qui s'est passé. Et il y a eu la communication avec l'équipe de la VAR. Écoutez, il y a 8 arbitres sur chaque match. Il y a 8 arbitres sur chaque match. D'accord? C'est pour éviter ces genres d'erreurs. C'est vrai qu'il y aura toujours d'erreurs. Moi, ce que moi j'ai dit, je ne dis pas forcément que le contact avec Ismaïla Sarr est conditionné par un pénalty. Moi, je ne dis jamais ça. Il faudrait qu'il y ait. Mais faudrait. Parce que nous sommes en train de. Écoutez, c'est une obligation pour lui. Nous sommes dans un match. Avec un tel enjeu. Nous sommes dans un match. Ce n'est pas un match de poule où, même si tu rates aujourd'hui, demain tu peux te rattraper. Nous sommes dans un match très. Où ça se paye cash. C'est-à-dire, une erreur d'arbitrage peut coûter mal à une équipe. La Côte d'Ivoire aurait été éliminée la dernière fois. Vous savez ce qu'ils diront? Que Mané devait avoir ce carton rouge là. Et c'est ça ils vont dire jusqu'à aujourd'hui.
Moi, je dis. Sur la faute. Moi, j'ai dit. Sur la faute de Mané, il y a rouge ou pas? Moi, Il y a rouge. Il y a rouge qui ne refuse pas. C'est ça, moi, je dis. Il y a rouge. Que si jamais la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée. Moi, j'ai dit. Même si c'est David, au lieu de donner le rouge, écoutez. sans jaune. Si vous avez suivi. Et qui maintient l'équipe de Sénégal en vie. Et si tu écoutez, si vous avez suivi, Yves au début, Yves avait dit que la vie avait voulu se racheter. Et il faisait référence on ne peut pas compenser une faute par une faute. Je ne suis pas d'accord. L'arbitre sur l'action de Mané, l'arbitre devrait normalement aller voir la VAR et lui sortir le rouge. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas meilleur joueur. Mais il faut d'abord qu'on le rappelle, qu'on lui dise qu'il y a un à chaque action, il appuie son oreillette, ça veut dire qu'il est en train de communiquer. Oui. Et c'est juste que c'est pas nécessaire. C'est pas l'obligation qu'il aille voir la vidéo. Écoutez, c'est vrai que la dernière décision lui revient. Mais s'il y a eu litige, je suis sûr à 100% que c'est à lui de dire pour ne pas laisser des solutions. Je vais voir là-bas. Les idées ne peuvent pas être les mêmes. Alors, très rapidement, Yves, moi je trouve que sur ce match, l'arbitre il n'a pas commis d'erreur. On va évoluer en match. On va évoluer. Alors, très rapidement. Non, attendez, je vous adresse la question. Très rapidement, MS Faye qui a fait des choix forts et qui ont quand même permis à cette équipe-là de s'en sortir. Mascadet titulaire. Est-ce que vous voyez MS Faye quand même aller très loin avec ces décisions-là que peut-être au début vous avez jugé aussi que ce n'était pas... Vous avez douté avec ces choix-là? Oui, écoutez, moi par exemple, je n'ai rien contre ces choix. D'accord. Quand tu es entraîneur, tu fais des choix forts. Si ça paye, bravo. Si ça ne paye pas, tu fais dégager. C'est aussi simple que ça. Il a fait des choix. Moi, je n'ai rien contre sa performance. Au contraire, moi, je savais bien sa performance. Mais je dis juste qu'il ne peut jamais arriver à ce niveau-là sans les 3 points obtenus. D'accord, merci, on a compris. On va évoluer. On sera rattrapé. Oui. Zidane, voilà. On sera rattrapé le Real. Et si vous permettez. A bénéficié des j'ai besoin de 10 secondes. On va s'écouter. On va s'écouter. Oui, 10 secondes. 10 secondes. Tout ce que moi j'ai dit simplement est que moi, je tiens à féliciter MS Faye pour avoir fait ces choix-là, qui, au finish, lui a donné raison, mais cela ne voudra pas dire que Faye est l'homme de la Côte d'Ivoire. D'accord, alors très rapidement, Mali-Burkina Faso. Mali-Burkina Faso, finalement, les Maliens passent devant les Burkinabés. Moi, ça ne m'a pas surpris, parce que je l'avais dit ici la dernière fois, que le Mali allait passer. Et c'est ce qu'on a vu, parce que les Burkinabés, ils n'ont pas été rassurants dans cette phase de poule. C'est vrai qu'ils ont gagné, ils ont fait des matchs, ils ont eu des victoires et tout, mais il y a eu beaucoup de pénaltys. C'est une équipe qui n'est pas encore prête. Offensivement, ça a manqué de répondants. En défense aussi, bon, la défense n'était pas... Encore ça n'était pas costaud. Oui. Il y a eu des relâchements à un certain niveau. Et donc moi, dans ce match où le Burkina perd finalement 2-1, moi je pense même qu'ils auraient pu encaisser plus, puisque les Maliens ont manqué de réalisme sur certaines actions. Moi, ça me surprend pas. Le Mali va jouer contre... On va revenir. Yves, est-ce que vous pensez que cette équipe burkinabèse a péché dans cette rencontre-là? Voilà, je crois que le dernier match de poule, ils ont perdu. Donc, c'est début ce jour-là, moi, je dis que cette équipe burkinabèse va sortir de cette compétition le plus tôt possible. Et malheureusement, ils sont sortis. C'est triste pour eux parce que c'est le demi-finaliste en titre. Sorti comme ça, ça fait mal, mais vu l'adversaire qui est en face, parce que moi je le dis depuis le début de cette compétition, cette CAN c'est pour le Mali, et si le Mali aura cette CAN, il ne reviendra plus à la tête de cette compétition. Donc c'est bien d'avoir battu un demi-finaliste en titre, et maintenant d'autres objectifs vont venir. Voilà. Je crois que cette équipe malienne, il faut faire beaucoup attention à cette équipe malienne, parce que ça va très vite, et il y a de la qualité, l'équipe est très jeune. Et voilà, que ce soit les remplaçants comme les titulaires, il n'y a aucune différence de niveau. C'est-à-dire quoi, tout le monde est au top
niveau. Je crois que le coach va toujours avoir le mental fort, le calme possible pour pouvoir décider parce que prochainement c'est le pays hôte. Très rapidement, Maroc, faire aussi Afrique avec du les Sud, c'était la dernière rencontre. Les Sud-Africains qui perdent 2-0. 2-0. Les Marocains plutôt qui perdent 2-0. Moi, je pense que les Sud-Africains, Walid Regragui avant ce match, il avait peur. Il a même dit en conférence de presse que cette équipe sud-africaine, c'est une équipe compacte, un collectif issu des clubs qui jouent dans le championnat sud-africain, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates et tout. Le gardien, il est à Mamelodi Sundowns, il performe. Ils ont été champions la saison passée en compétition africaine. Oui. C'est une équipe qui a une ossature locale, c'est des joueurs qui se connaissent. C'est un collectif qui est déjà huilé et tout. Oui. Donc face à cette équipe marocaine, demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui ici joue en tant que favori, ce qui n'est pas le même contexte que quand ils étaient au mondial. Oui. Ils ont du mal. Ils ont eu du mal pendant toute la compétition. En phase de poule, c'est vrai, ils ont gagné 2 matchs. Ils ont fait un nul face au Congo. Mais ils se sont qualifiés, mais on n'a pas senti de l'envie. C'est vrai que sur ce dernier match, Ziyech était blessé, Sofiane Boufal était blessé. Hakimi a eu un penalty qu'il a loupé. Oui. C'est un fait de jeu. Si à cet instant il a marqué ce penalty, probablement il serait qualifié. Il n'a pas pu envoyer le ballon au fond des filets. Et malheureusement, le Maroc, le grand Maroc, se fait éliminer. C'est une des surprises auxquelles on a assisté au cours déjà de... Yves, à quel moment le Maroc a pêché dans cette rencontre? Le Maroc a pêché dans cette rencontre au moment où ils ont tombé dans le faux rythme imposé par l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a commencé par a changé de rythme, a commencé par faire dérouler le match, une fausse domination et c'est à ce niveau-là que le Maroc est tombé dans le piège. Parce que l'Afrique du Sud ne voulait pas avoir le ballon, mais ils ont le ballon, ils tournent juste autour de leur défense. Et au lieu de venir chercher le ballon, le Maroc est resté un peu derrière. Et c'est là ils se sont appuyés sur l'excellent Mokoena et aussi Makopa qui évolue à Orlando Pirates. Pessi Tao et autres, même s'il n'a pas été le génie qu'on le connaissait. Mais c'est une équipe qui joue sur ses âmes. De outsider, ils sont maintenant comment dire, quart de finaliste. Oui, quart de finaliste, et aussi dans la posture de semi-favori. Donc ils sont en train de dérouler les CAN. L'Afrique du Sud est restée en marche de la compétition depuis 2010, où ils ont organisé la compétition, je crois, en 2010 ou 2012. Ils sont en train de revenir au devant des scènes. C'est à leur actif, et je pense que cette CAN-là, c'est une équipe qui a toujours un faux rythme. Si vous tombez dans leur piège, celle-là, ils vont vous bouffer. Je crois que en cas de finale, ils vont élever leur niveau parce que là, ça va être encore plus dur pour eux. C'est vrai qu'ils se connaissent à Mamelodi Sundowns, mais les adversaires aussi se connaissent entre eux et ça va être compliqué. Je le disais en début d'émission, les quarts de finale commencent ce vendredi et déjà la première affiche, c'est Sud-Afrique, Cap-Vert. À quoi peut-on s'attendre? Du Sud, Cap-Vert, il faut s'attendre à un très bon match. Parce que cette équipe cap-verdienne est une équipe joueuse. Oui. Offensivement, ils sont très joueurs. Ils aiment jouer la projection rapide. Ils sont cliniques, ils sont efficaces en attaque. Et donc, il va falloir que l'Afrique du Sud, défensivement, soit éveillée parce que Bébé, Ryan Mendes, ça ne pardonne pas devant. Et peut-être ils vont vouloir jouer sur le même rythme qu'ils l'ont fait avec le Maroc. Ils vont peut-être laisser le ballon aux Cap-Verdiens et faire peut-être un bloc derrière et les attaquer. Par contre, donc moi je pense que c'est du 50-50 pour les deux équipes. Je ne veux pas faire de pronostic, mais bon, je suis très sûr qu'on va assister à un très bon match. Un très bon match. Yves Sanwan, est-ce que vous allez dans le même sens que Ange?
Ouais, le match sera très serré. Voilà, du 50-50, je suis d'accord, parce que voilà, le Cap-Vert fait partie de ces équipes-là qui n'ont pas perdu jusque-là, depuis le début de la compétition. Oui. L'Afrique du Sud, quant à lui, Elle a perdu des 0 face au Mali, le premier match. a perdu le premier Ensuite, match a de mis la 4 buts compétition. face à Donc, Namibie. voilà, je crois que c'est les équipes qui se valent, d'accord, en termes de production, de concentration, de qualité aussi. Mais je pense que l'expérience peut jouer dans cette dernière rencontre. L'Afrique du Sud a déjà remporté la compétition au moins une fois. Oui. Je crois que voilà, cette expérience-là aussi peut peser dans cette rencontre. Mais le Cap-Vert, voilà, comme l'a dit son capitaine la dernière fois sur Canal+, voilà, ils sont là pour prendre du plaisir. Voilà, Non, pas de pression. Est-ce que le plaisir peut s'arrêter déjà en Oui, cas de c'est finale? possible si Oui. s'ils ne font pas ce qu'ils font. Parce que face à cette Parce que équipe, cette équipe capverdienne n'a rien à perdre. Pour elle, c'est fait plaisir au peuple capverdien. Oui. Je crois qu'ils ils vont jouer libérés. Voilà, ils n'auront pas assez de pression que ça. Parce que la belle preuve, à chaque fin de match, ils sont toujours heureux. Oui. Que ce soit match nul ou soit la victoire, ils sont toujours heureux. C'est ce bon vivre-là, vivre ensemble, qui peut faire la différence. Mais c'est solide aussi au niveau du Cap-Vert. Moi, je vois un match nul et peut-être ils iront au tir au but et on verra. Dans la même journée, Nigeria-Angola. Nigeria-Angola, Maboulou, Osimhen. moi je pense que les Nigérians vont passer surtout. Parce que c'est une équipe de Nigeria qui ne s'affiche pas beaucoup. On a vu le dernier match qu'ils ont joué face au Cameroun. Oui. C'était fort, c'était un match plein. Il y avait de la pression, il y avait de l'envie. Sur le but camerounais, on a vu un grand Osimhen ce jour-là qui était sur tous les fronts. Oui. Il a fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels, ce qui a mis en difficulté la défense camerounaise. Et sur la pression, le défenseur a cédé et ils ont mis le but. Donc, moi, je pense que c'est une équipe nigériane qui va poursuivre sur cette lancée. Alors, Ils iront sur le match à fond. Ils ne vont pas laisser le temps à cette équipe angolaise de pouvoir s'exprimer. Moi, sur ce match, je pense que le Nigeria va passer. l'équipe angolaise n'est pas Yves, l'équipe angolaise, c'est beaucoup de buts marqués. Oui, c'est beaucoup de buts marqués. Surtout en attaque, le trio Ouais, de le l'attaque. trio Gerson Dalla, Gilberto Mabolulu, je crois que c'est l'un des meilleurs trios de cette compétition. C'est vrai, ça marque beaucoup, mais voilà, ils sont un peu handicapés parce que leur gardien. Pour le trio de l'attaque. Hein. Voilà, parce que leur gardien de but a écopé d'un carton rouge, donc ils vont jouer avec le numéro 2. C'est un handicap sérieux pour cette formation-là. Maintenant, voilà, l'Angola, c'est toujours 0 titre de champion, et je crois qu'ils ambitionnent aussi de rentrer dans le cercle des pays qui ont remporté cette compétition au moins une fois. Voilà, ils vont jouer crânement leur chance. Ils sont de retour après la CAN qu'ils ont organisée en 2010. Oui. Ils sont de retour devant le début de la scène. Au devant de la scène. Et je crois que voilà, ils vont essayer de jouer crânement leur chance face à Osimhen, Lookman et c'est leur coéquipier avec leurs 3 titres de champion d'Afrique. Ça va être solide. Et un bon match. Un bon match. Mais je crois que le Nigeria a clairement ses chances de Alors, passer. la RD Congo, Guinée, est-ce que la RD Congo va rentrer comme le Bénin en 2019? Non, moi je dirais non. Je vois le Congo poursuivre son aventure dans cette, dans cette compétition. La Guinée, c'est un bloc, compact, okay. Mais qui en attaque n'est pas encore incisive. C'est vrai que Serhou Guirassy revient sur le dernier match face à la Guinée équatoriale. Il est entré en jeu, il a eu quelques minutes, mais il sera forcément titulaire. Probablement peut-être aligné avec Mohamed Bayo en attaque. Mais moi, je penche plutôt du côté congolais parce que c'est une équipe beaucoup plus incisive, qui a de l'envie, qui joue. Une projection rapide entre les lignes sur les côtés, surtout avec Meshak Elia. Peut-être le coach Sébastien Dessau va encore mettre Cédric Bakambu en attaque, peut-être.
Parce que, bon, après tout, il a l'expérience qu'il faut. C'est vrai qu'il n'est pas encore en réussite dans cette compétition. Il y a aussi Bongonda qui voilà, fait... Sur le côté, oui. Moi, je vois plutôt l'équipe du Congo passer. D'accord. Alors, le dernier match de ces quarts de finale, c'est la Côte d'Ivoire contre le Mali. Alassane Ouattara contre un certain capitaine Assimi Goïta. Yves annonce déjà le Mali en finale. Moi, je pense que non. Je mise sur cette équipe malienne. Alors, qu'est-ce que cette équipe-là a et qui vous dit aujourd'hui, franchement, qu'elle a les âmes nécessaires pour s'offrir une finale de CAN? Encore là, pour cette CAN 2023. Écoutez, je ne pense pas que cette équipe malienne peut rougir devant n'importe quelle formation de cette CAN. C'est un mélange de jeunes, de vieux, et ce mélange-là est déjà homogène, ça prend déjà. Je crois que voilà, il dégage beaucoup d'envie, beaucoup de sérénité. Il y a de la qualité aussi, il faut le souligner. C'est vrai que les joueurs clés de ces formations-là ne sont pas encore, ne brillent pas encore comme des joueurs attendus comme Sidiana Yoko et autres. Mais cette formation malienne n'a pas un buteur. En fait, c'est là le piège de toutes les formations. Ils n'ont pas quelqu'un sur qui ils disent voilà, ils n'ont pas un aussi tout le monde marque. Voilà, tout le monde marque, tout le monde défend. Oui. Tu verras, voilà, même l'attaquant de pointe en défense centrale en cas de danger. En fait, c'est cette symbiose-là qui est dangereux pour les formations. Moi, je mise surtout sur eux parce que c'est trop compact. C'est vrai qu'ils ratent beaucoup d'occasions, mais ils en créent énormément. Je crois que si, je n'ai pas toutes les statistiques avec moi, mais je crois que le Mali fait partie des équipes qui ont créé le plus d'occasions dans cette compétition, au devant de n'importe quelle formation. Ils tirent beaucoup aussi. Oui. Et voilà, avec Koïta, leur capitaine, je crois que ça va être intéressant. Mais face à la Côte d'Ivoire, écoutez, la Côte d'Ivoire vient d'éliminer le champion en titre. L'euphorie va revenir. Et je crois que... surtout avec l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN. Est-ce qu'ils ne vont pas tiquer à un moment? Non, écoutez, comme je l'ai dit au début, lors de la dernière émission, moi je disais que voilà, cette Côte d'Ivoire-là, s'ils reviennent, ce serait comme un couteau à double tranchant. Voilà, ils ont tranché la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Oui. Ils sont là aujourd'hui. Mais il reste à savoir s'ils vont, ils vont rester, on va mettre les pieds sur terre et voir la réalité en face, ne pas se surestimer, parce que ce Mali-là ne va pas chercher à dominer la Côte d'Ivoire. Ce Mali va juste chercher à marquer et bloquer. Écoutez, moi je pense que c'est une très belle équipe du Mali. Jusque-là, ils nous ont montré un bon football. C'est vrai que c'est un collectif. Yves Bissouma, la star de cette équipe, ne joue pas beaucoup. Mais sans Bissouma, ça déroule bien. Il est blessé. C'est vrai que sans lui, l'équipe gagne. C'est le plus important. Mais en face à la Côte d'Ivoire, en quart de finale, moi je pense que le scénario sera tout autre. Parce que c'est vrai, le match sera joué à Bouaké, une zone frontalière avec le Mali. Il y aura beaucoup de supporters maliens, mais c'est sans compter sur le public de Bouaké, qui est aidé par la mairie de Bouaké, qui paye les tickets, qui les distribue à la population pour que le stade soit rempli. C'est la Côte d'Ivoire qui joue à Bouaké, donc imaginons le spectacle qu'on aura d'abord dans les gradins et maintenant sur le terrain avec ce qu'on a vu, ce que Aimé Faye a proposé pour la Côte d'Ivoire. Moi je pense que la Côte d'Ivoire va continuer par surfer sur ce fighting spirit parce que c'est le mental qui a joué face au Sénégal et je pense qu'ils vont surfer sur ça. Si les choix forts que Aimé Faye a fait face au Sénégal, s'il les maintient, moi, je vois la Côte d'Ivoire passer face au Mali. C'est vrai que le Mali, c'est un milieu de terrain solide avec Lassana Koulibaly, Mohamed Kamara et Amadou Aïdara. Un milieu de terrain solide, compact, très physique. Il ne laisse rien passer. Oui. Mais moi, je pense que face à la Côte d'Ivoire, ils auront faute à faire parce que offensivement, ils ne sont pas trop efficaces. Ça manque beaucoup de réalisme en attaque. Contrairement à la Côte d'Ivoire, moi je vois plutôt Sébastien Haller démarrer ce match et son entrée en jeu face au Sénégal, on a vu tout ce que ça a apporté. Même dans les tâches défensives, il était présent, il était dans la surface, il défendait. Malgré qu'il n'est pas encore à 100%, il a de l'envie
Hein. Je vois probablement Kessié démarrer ce match parce que là, la question qu'il faut se poser, est-ce que MS Faye va encore remettre ce trio en milieu de terrain avec Jean-Michel Seri, Ibrahim Sangaré et le joueur de Al Nassr. Gislain ou Seko? Seko Fofana, milieu de terrain. Seko. La question se pose de savoir comment il va faire. Est-ce que finalement Franck Kessié va faire son entrée dans le jeu et Ibrahima Sangaré ira sur le banc? On ne sait pas encore, c'est à lui de décider. Mais moi, je pense que cette Côte d'Ivoire, avec la motivation qu'ils ont, avec l'envie, la détermination qu'ils ont maintenant, je pense qu'ils vont passer le cap. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais au finish, je vois la Côte d'Ivoire passer. Nous sommes désormais à 2 pas de la finale. Est-ce que vous pensez que cette CAN a fini de nous surprendre ou à partir de ce vendredi, on va encore voir de beau football, il y aura encore de des nouvelles choses? Il y aura encore des surprises. Si vous permettez, j'aimerais juste placer 30 secondes parce qu'on est rattrapé par le temps. sur Mali-Sénégal. Mali-Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire oui. plutôt, voilà. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, malgré comment dire, l'arsenal offensif qu'ils ont, ils ont tiré seulement 8 fois face au Sénégal. Et ils ont cadré 4. Et alors, il n'a pas cadré un tir, il n'a même pas tiré une fois. D'accord. Vous prenez le Mali, c'est 14 tirs contre le Burkina Faso. Oui. Donc, c'est pour vous dire que, voilà... ça ne sera pas le même match. Non, c'est ça, il dit. Les matchs dessus ne se ressemblent pas. Les matchs dessus... Finalement, vous êtes en train de nous dire que nous aurons encore des surprises à partir de... Il y aura beaucoup de surprises. Et la première surprise, c'est de voir le pays hôte se retirer de cette compétition. J'espère qu'ils ne seront pas humiliés. Oui. J'espère qu'ils ne seront pas humiliés. Ange ne sera pas d'accord voilà, quand vous dites ça. Hein. J'espère juste qu'ils vont prendre un but ou bien 2-1. Mais j'espère qu'ils ne seront pas humiliés comme ce que la Guinée équatoriale les a fait. Ange, vous avez juste 20 secondes parce qu'on a déjà avec ce qu'on a vu la dernière fois face au Sénégal, il y a encore des choses à corriger. Avec Serge Aurier, qui est l'un des flops de cette équipe de la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Sur ce match contre le Sénégal, le premier but du Sénégal, c'est Serge Aurier qui était distrait. Il allait simplement couvrir le couloir face à Mané. Il n'y aurait pas eu ce centre, on n'aurait pas eu ce but. C'est vrai qu'il y a des flops. Ange, on a déjà à la fin. Merci à vous. Merci Ange. Merci Yves Sawan. Merci à tous. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous ce vendredi. Voilà, pour les premiers matchs des quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt.